Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir en direct sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission hebdomadaire, c'est l'heure du foot. Et au sommaire de ce 22e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur la conférence de presse de Jamel Belmadi tenue ce matin au Centre technique national de Sidi Moussa. On aura toutes les déclarations importantes du coach national en compagnie de notre journaliste Fatah Abada qui était sur place. On parlera aussi de la belle performance de nos clubs algériens dans les différentes compétitions africaines, notamment en Ligue des Champions, avec les victoires et les qualifications de l'Entente de Sétif et le CR Belouizdad. Et on finira par la suite, par la Ligue 1, avec la 22e journée de Liga. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, ce sera plus un débat aujourd'hui, plus qu'autre chose, avec nos journalistes Fatah Abada. Fatah, bonsoir. Bonsoir Saïd, merci pour l'invitation et bonsoir à tous nos téléspectateurs. À vos côtés, donc Farid Aït Saada, journaliste mais aussi consultant de la télévision publique. Farid Aït Saada, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Et de l'autre côté de la table, l'inamovible Abdelnour Kawa, toujours présent. Toujours titulaire. Toujours titulaire. Abdelnour, il ne rate aucun match. Allah Ibarak Abdelnour. Bonsoir. C'est un peu comme Boulhi. Une longue histoire entre Oui, Boulhi. une très longue histoire entre nous. Donc, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir à nos amis. J'espère que cette émission sera très intéressante et je pense qu'elle sera. Elle sera intéressante. Elle sera intéressante en tout cas avec vous. On va débattre bien évidemment sur cette liste de Jamel Belmadi. Donc on l'a longtemps attendu, en tout cas longuement attendu plutôt. Et la liste a été dévoilée samedi après-midi. Et le coach national est passé ce matin donc, en conférence de presse. On parlera de tout ça après le jingle. Et justement, messieurs, avant de parler de cette conférence de presse, assez expéditive, si on doit parler ainsi, puisque depuis quelques temps, on a vu Jamel Belmadi lors des précédentes conférences de presse, ça tournait autour d'1h30 jusqu'à 2h. Cette fois-ci, Jamel Belmadi était un petit peu pressé. Il voulait rapidement en découdre, en tout cas, avec les journalistes. Évidemment, il y a le poids du match, la double confrontation Abdelnour qui approche. En attendant donc de revenir sur cette conférence de presse, on va voir justement le sujet qu'a réalisé pour nous Sarah Delbel sur justement la composante, l'effectif retenu par Jamel Belmadi pour cette double confrontation face au Cameroun. De nombreuses surprises figurent dans la liste des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur national Jamel Belmadi en vue de la double confrontation face au Cameroun les 25 et 29 Guinée équatoriale afin d'effectuer un stage de préparation avant de rejoindre Douala le 24 mars, soit la veille du match aller. Adlen Guedioura, le milieu de terrain, en tout cas du terrain plutôt, et en parlant de cette liste, Abdelnour Kawa, justement, rapidement, petite lecture sur cette liste de Jamel Belmadi, Abdelnour. Il est vrai que dans toute cette liste-là, bon, mis à part les joueurs qui n'ont pas été convoqués, à les assister, ça va. Bon, il y a bien évidemment Bounidjah qui est le grand absent de cette liste et qui a été remplacé par deux attaquants parce que je pense que Belfodil également pourra jouer devant et Ben Yedder. Donc moi je pense que Jamel a très très bien réfléchi quant à cette liste. Il l'a dit de toutes les façons, dans sa conférence de presse, il passe très très vite sur ça. Il a dit que juste après la Coupe d'Afrique, où on a fait une très mauvaise Coupe d'Afrique au Cameroun, il a fait son bilan, il a vu tout ce qui n'allait pas, et il a convoqué aujourd'hui ces 24 joueurs sur une liste élargie, il ne faut pas l'oublier. Donc il aura peut-être tout le loisir éventuellement au match retour, si jamais il peut éventuellement rappeler d'autres joueurs. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les joueurs qui ont été écartés, la majorité d'entre eux étaient beaucoup plus sur le banc de touche que titulaires. Donc c'est vrai qu'il y a le retour maintenant de Belfodil qui est en très grande forme, un Guedioura qui manquait énormément au 11 en Coupe d'Afrique, et bien le retour de Rezel qui est actuellement qui fait de très très bons matchs. Donc je pense que ce n'est pas tellement, il n'y a pas de grosses surprises. Vous parlez, selon vous, donc il n'y a pas de grosses surprises. Alors qu'au départ, on disait que
coach Jamal Belmadi n'allait pas opérer, justement, n'allait pas chambouler son effectif. Mais quand on voit cette sélection, cette équipe, oui, on peut dire 11 joueurs qui ont participé à la CAN ne sont plus... Je peux dire aussi le contraire. Il y a 11 joueurs qui ont participé à la finale de la Coupe d'Afrique en Égypte, à l'exception bien sûr de Bounidjah. Il y a 10 joueurs... L'ossature, elle est là. Voilà. Et ça c'est une évidence. C'est le plus important parce que je pense que l'ossature qui a pratiquement fait 3 ans sans faute, on peut le dire, si ce n'est cette Coupe d'Afrique qui a été, malheureusement, on est passé à côté. Mais il faut dire que maintenant, pour cette double confrontation, je pense que Jamal, de toute façon, il l'a dit dans son conférence de presse, il était au contact des joueurs pratiquement quotidiennement. Il cherchait à savoir non seulement la qualité de jeu des joueurs, mais qualité de leur état d'esprit, et ça c'est très important. Donc, moi je pense que les 24 qui ont été convoqués sont pour moi les 24 meilleurs en ce moment. En ce moment, très bien. Farid Aït Saada, peut-être on ne s'attendait pas à beaucoup de changements dans cette liste de Jamal Belmadi, mais néanmoins, je le disais tout à l'heure, donc 11 joueurs qui étaient présents à la CAN ne sont plus retenus par Jamal Belmadi, n'ont pas été retenus plutôt par Jamal Belmadi pour cette double confrontation. De l'autre côté, on note des retours, et pas des moindres, Adlen Gdioura notamment, que vous connaissez très très bien, qui revient en sélection. Est-ce que c'était attendu selon vous? Oui, pour Adlen Gdioura, c'était attendu. Déjà, le fait qu'il soit même venu en Algérie pour trouver un club, parce que... Et certains disaient que c'est sur quasiment recommandation de Jamal Belmadi que Gdioura allait signer au MCO. Jamal Gdioura lui a dit, il faut que tu joues. Il faut qu'il joue, il faut qu'il y ait de la compétition dans les gens. Et lui, comme il est en fin de carrière, il aurait aimé terminer en Algérie parce que son père, Nasser Gdioura, était un joueur du championnat d'Algérie à l'USMA d'Alger à l'époque. Bon, ça n'a pas marché, alors qu'il avait des offres en Angleterre. La preuve, il a quitté l'Algérie un jeudi, le vendredi, il a signé à Burton, et le dimanche, il est entré en deuxième mi-temps. Donc, lui, c'était juste... comment dire, pour exaucer un rêve familial. Mais il a des contacts, mais il n'est pas fini, Gdioura, même si maintenant il est en fin de carrière. Bon, Gdioura, il est important dans le schéma tactique. Parce que, pour moi, parmi les raisons de l'échec en Coupe d'Afrique de 2021, c'est que Jamal Belmadi a reconduit le même schéma tactique qu'en 2019, mais il manquait un profil comme Gdioura. Est-ce que Gdioura a maintenu, en tout cas, sa forme de 2019? Est-ce qu'il est au sommet de sa forme? Lui qui n'a pas trop joué ces 2 dernières années. Il a 3 ans de plus par rapport à 2019, c'est sûr. Mais c'est que son profil est rare. C'est quoi le profil de Adlen Gdioura? C'est-à-dire que c'est un milieu défensif, physique, qui n'a pas peur des combats physiques et qui peut se mouvoir en cas de perte de balle en défenseur central pour appuyer le jeu aérien des défenseurs et tenir tête on avait gabarit. Dit que Sofiane Bendebka avait le profil de Gdioura. Est-ce que... non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui. D'abord, au niveau gabarit, c'est pas le même gabarit. Vous savez que ce match à Douala va être un match qui va avoir un impact physique énorme. Donc on a besoin, d'ailleurs, si vous avez remarqué sur la liste qui a été établie pour cette double confrontation, on a quand même des joueurs qui ont un gabarit assez conséquent. Donc ça va être un match où il va y avoir beaucoup de contacts physiques, et Gdioura est pratiquement le meilleur joueur qu'on ait sur ce point-là, d'une part. Et Gdioura a un rôle bien défini dans le schéma de Jamal Belmadi. Donc si jamais il retrouve les mêmes sensations, il n'est pas dit aujourd'hui que Gdioura sera titulaire à Douala. Mais moi je pense que si jamais il trouve en lui toutes les capacités, tout ce qu'il lui demande de faire sur le terrain, et que Gdioura soit prêt, je pense que ça va être une pièce très importante dans notre équipe. Un autre retour, Farid, Fatah Abada, un autre retour dans cette liste, celui de Ishaq Belfodil, qu'on n'attendait pas forcément. Ishaq Belfodil, qui n'a plus été rappelé en sélection depuis pratiquement 3 ans maintenant. Tu as raison de le signaler, Saïd. Il a axé son intervention lorsqu'il y a eu la question à propos de Belfodil. Il a axé sa question. Il a dit il ne faut pas nier que Belfodil, c'est la trempe des grands joueurs. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes, des petits virages mal gérés, peut-être par lui, peut-être par son entourage. On va l'écouter, Jamal Belmadi. Moi, je voudrais avoir votre avis sur le retour de Belfodil. Le retour de Belfodil,
selon le sélectionneur, parce que c'est lui le responsable. Vous pouvez avoir un avis. Je préfère garder l'avis pour moi, mais je dirais ce qu'il a dit, et ça tient la route, Saïd, ça tient la route. Il revient en forme, Belfodil. On me dit à l'oreillette que les téléspectateurs de Canal Algérie demandent l'avis de Fatah Abada. Donc vous devez vous mouiller. Ah, Fatah, à un moment donné. Moi, je suis d'accord pour le retour de Belfodil. Très bien. Parce que tout simplement, non, mais c'est vrai, tout simplement, c'est l'un des meilleurs à son poste actuellement pour les joueurs sélectionnables. Ça aide juste un mot. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Abdelnour, parce qu'en fait, Abdelnour a repris les termes que Jamel Belmadi a utilisés. Il a dit, j'ai besoin de Adlen Guedioura parce que j'ai certaines choses à lui demander. Donc, je sais Abdelnour Kawa fait du copillage. Je ne sais pas qui c'est qui fait du copiage, mais je pense qu'il connaît tout à fait. Moi, de toutes les façons, Adlan, je le connais depuis très longtemps. Vous l'avez côtoyé en séance. Adlan, voilà, 2010. Et j'étais à l'époque dans le staff et je discutais énormément avec lui, non seulement parce que c'est le fils d'un ami, Nasser est un très bon ami, et donc. Mais physiquement, messieurs, là, le football m'a fait on le dit souvent. C'est pas des sentiments, mais physiquement, est-ce que Adlan et au top physiquement pour jouer un match aussi crucial que celui face au Cameroun. Voilà, donc ça c'est du ressort du coach. Il l'a dit de toutes les façons dans sa conférence. Si jamais il est prêt, il sera clairement parmi le 11. Voilà. S'il n'est pas prêt, il sera sur le banc. Alors, je donne une information. Ça fait depuis plusieurs semaines que Adlen Guedioura est suivi par un staff recommandé par le sélectionneur national pour entretenir sa condition physique. Ah ben merci pour cette information. Messieurs, on va passer justement. Fatah Abada, vous étiez ce matin présent au CTN de Sidi Moussa, justement pour suivre cette conférence de presse. On va écouter et regarder votre sujet et on revient au débat. C'est un coach certes tendu, à la veille d'une double confrontation de cette importance, mais totalement optimiste quant à l'issue de ce double big shock. Il explique ses choix par la forme du moment des joueurs et la compétitivité de chacun, ainsi que les particularités de cette rencontre. Quand je prends une décision ou quand je sélectionne quelqu'un, vous par exemple quand vous l'avez vu blessé, moi je sais qu'il est en train de jouer ou s'entraîner par exemple. Peut-être pas jouer parce que jouer tout le monde le verrait, mais s'entraîner et qu'il n'a pas de problème. Donc concernant Adlen, c'est un profil de joueur, je ne suis pas sur la nostalgie, on est tous heureux, tous contents, tous fiers de ce qu'on a pu l'Algérie. C'est avant tout l'Algérie qui est gagnante en 2019, mais depuis on a avancé, depuis on a montré dans notre constance qu'on était capable d'aligner les performances et de continuer à progresser. Il y a eu un arrêt il y a 2 mois. Mais voilà, le but c'est, je vous l'ai dit depuis toujours, j'annonce les choses, il ne faut juste pas être amnésique. La Coupe du Monde est un objectif, on y est, on est pile poil là-dessus. Donc moi, pour revenir à Adlen, c'est, voilà, j'estime, pour rentrer, je ne sais pas si c'est le moment pour rentrer dans les détails, donner des informations, mais voilà, je sais qu'Adlen, si je fais appel à lui pour démarrer un match, si je fais appel à lui ou rentrer dans un match, c'est pour des choses bien précises. Jamel Belmadi rassure quant à la préparation de cette rencontre, autant sur le plan technico-tactique que sur le plan mental, en insistant sur l'envie de ses capés d'être présents au Qatar. On n'est pas habitué régulièrement à jouer des Coupes du Monde. Bon, donc il y a des probabilités qui font que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité d'en jouer. Moi, je leur souhaite d'en jouer plusieurs. Voilà que c'est pas une certitude, donc il faut profiter de cet instant, il faut profiter de cette équipe. Elle a envie en plus de se racheter. Vraiment, c'est vraiment ça ce qui nous anime. On sait qu'on a envie d'être à cette Coupe du Monde, on veut être là, on veut que on veut que pendant les 7-8 mois qui vont succéder, après le 29 mars, on veut être dans une préparation tranquille, dans une euphorie où Gahannes participe à ça, jouer des matchs de qualité de préparation Hanaf El Bled ou peut-être même ailleurs, et se préparer à ce bel événement qui est l'événement par excellence, qui est la Coupe du Monde. Donc ils ont conscience de ça, ils ont conscience. C'est déjà une première des choses, et je sais qu'ils ont la détermination pour.
Le coach a enfin salué l'organisation du déplacement des supporters à Japoma, mais aussi l'importance de leur soutien lors du match retour au stade Mustafa Chaker. Alors je vous le dis, ça a chauffé pendant ce sujet ici dans le plateau, puisque Farid Saada est monté au créneau. Il me disait, pourquoi tu m'as coupé? Farid Saada, je te laisse la parole. Non. C'est pour parler des deux autres surprises, entre guillemets. Alors, Youssef Laouafi, comme arrière-gauche. J'allais venir plutôt. Ok, Youssef Laouafi, c'est quoi? C'est que ça, c'est deux confrontations contre le même adversaire. Ok, donc il n'a pas voulu ramener 30 joueurs et tout. Pour la Coupe d'Afrique, il avait pris 28 joueurs parce qu'il était censé jouer jusqu'à 7 matchs. Donc 7 adversaires différents. Là, c'est un seul profil d'adversaire. Et là, lui, il a jugé que Youssef Laouafi, comme doublure de Rami de Firimini, convient mieux que Lies Chiti, par exemple. Mais on ne l'a pas vu en sélection nationale, Laouafi. Est-ce que c'est pas risqué d'appeler un joueur pour une double confrontation? Là, il faut prendre des risques. Là, c'est une double confrontation, il faut prendre des risques. Il a dit qu'il était perfectible. Je cite ce qu'il a dit. Laouafi, dans son jeu, me rappelle un certain Nadir Belhadj. Voilà, c'est-à-dire très offensif, très précis dans ses centres. Il n'avait pas pris Zedatka, le joueur qui joue Clermont en France. Foot. Clermont Foot, pourquoi? Parce qu'il a signé à Lille. Voilà, il a dit qu'il a des lacunes, mais il n'a pas parlé de lacunes pour Laouafi. Excusez-moi, il a décelé chez lui des qualités qu'il peut perfectionner. Il a parlé de lacunes. Il a dit qu'il était perfectible sur le plan défensif. Mais lui, il cherche. Peut-être qu'il va le faire jouer à Alger et peut-être que Ben Sebaini va jouer comme arrière central. Moi, je pense que Ben Sebaini va jouer les deux matchs, sauf en cas de blessure. Oui, non, peut-être qu'il peut être reconverti arrière central. Dans le cadre du méfort de Belamri. Ok, parce que c'est un milieu défensif gauche. Avant-hier, il a joué avec. Mais je pense pas. Puisque oui, c'est une option. Mais pour Belfodil, là, c'est le plus intéressant, Ishaq Belfodil. Parce que. Moi, je vous coupe, Farid, parce qu'on va écouter déjà Jamal Belmadi qui parle justement sur les nouveaux joueurs, entre guillemets, Mohamed Ben Yedder et Laouafi, mais aussi les retours notamment de Belfodil. On va l'écouter, Jamal Belmadi, et on revient, je vous donnerai ensuite la parole. Il est costaud, il est grand, on imagine mal. Mais il peut très très bien jouer latéral gauche, par exemple. Donc tout ça c'est pris en considération selon ce que l'on recherche. Laouafi, c'est plus un joueur un joueur côté gauche un petit peu. Je vais lui faire un petit clin d'œil à Istehel, un petit peu à la Nadir Belhadj avant. Donc quelqu'un qui est plus apte à prendre son couloir et participer offensivement. Il est très intéressant à ce moment-là. Peut-être une marge de progression dans le rôle défensif de latéraux, parce que généralement on parle des latéraux, on parle tout le rapport offensif, mais moi ce que je regarde aussi, c'est aussi le travail défensif, parce que tu es d'abord un défenseur. Donc là peut-être il y a de la progression à voir. Mais on a, je vous ai dit aussi, Touba qui est capable de jouer à cette position-là. Ishaq qui a beaucoup à donner. Ishaq a été Belfodil a été un joueur très prometteur. Il était parmi dans le centre de formation de Lyon. Il était dans la lignée on l'a beaucoup comparé à Benzema à un moment donné. C'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme vous avez pu dire dans votre question, il y a une forme de constance. Ça fait 3 ans qu'on est assidu sur ces matchs-là, sur ces matchs, et notamment sur les buts qu'il peut mettre, puisque c'est un attaquant. À un moment donné, c'est ça que l'on recherche. Il a su, justement, même face à des grosses oppositions, il a eu des grosses oppositions sur certains matchs, il a su montrer qu'il était à la hauteur de jouer, je sais pas, contre Alderweireld, par exemple, le joueur de Tottenham, au Qatar là-bas, contre une défense, une équipe que je connais beaucoup, qui était mon équipe, celle de Dohil. Je sais que elle a un niveau, elle est de bon niveau, et il a su contre El Sad, contre les grosses équipes, quoi, il a su montrer qu'il était capable de marquer des buts et de rivaliser avec de très bons défenseurs. L'équipe nationale, la défense de l'équipe nationale du Qatar, El Sad, il a marqué des buts contre bref. C'est un buteur, c'est un joueur qui est travailleur, acharné. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite de s'approcher de cette sélection. Ensuite, sur l'utilisation, ça c'est autre chose.
on verra plus tard. La convocation de Mohamed Benito, c'est vrai qu'on en parlait depuis plusieurs semaines maintenant. Maintenant que c'est fait, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment de faire appel à Benito? Bien sûr, il ne faut pas oublier que Bounedjah actuellement a été... Parlez-nous de Benito, on va parler... Mais il est venu parce qu'il n'y a pas Bounedjah. Il y aurait eu Bounedjah. Benito a été préféré à Bounedjah. Voilà. Moi, je voudrais que vous parliez de l'apport de Benito, puis on va en parler de... Jamal a été clair. Jamal n'a pas convoqué comme ça. Il le suit depuis pratiquement 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'il est au Qatar. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la sélection Benito? Ce qu'on est en train de rechercher au niveau de cette sélection aujourd'hui, après cette débâcle, entre guillemets, de la Coupe d'Afrique, c'est qu'on ait des attaquants qui puissent marquer des buts. Et là, Benito, je crois qu'il a le profil aujourd'hui pour ces 2 matchs-là, parce qu'il ne faut pas oublier, là, il faut toujours revenir. Voilà. Il faut revenir, beaucoup de réussite. Il faut revenir, ces 24 joueurs ont été convoqués spécialement pour ce match-là. Voilà, c'est ça. Donc pratiquement, c'est les joueurs, pour Belmadi, qui sont les mieux dotés de qualité pour ces matchs-là. Donc moi, je pense que Benito va pouvoir apporter un plus, bien entendu, s'il joue. Sur Bounedjah, on parlait tout à l'heure dans les coulisses, à juste titre, hein, vous expliquiez un petit peu les raisons de cette mise à l'écart, en me disant que c'était une manière de protéger aussi le joueur, bien sûr, à savoir vous savez, Bounedjah. On a vu un Bounedjah rayonnant pendant quelques années, et là depuis pratiquement, bien avant la Coupe d'Afrique, hein, même au niveau de quand il a joué en Coupe arabe, ça commençait déjà à grincer. Donc il a eu cette Coupe arabe, il a eu cette Coupe d'Afrique, et en même temps, il ne faut pas oublier que Belmadi réside au Qatar et qu'il suit le championnat qatari. Donc Bounedjah, ce n'est pas une mise à l'écart définitive. Est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix en l'écartant? Moi, je pense que si. Il peut pas avoir un autre choix, pour moi. Hein. Si jamais il l'avait ramené, c'était pour réchauffer le banc, peut-être. Mais c'est logique, pour moi, c'est une non-convocation logique. Je voudrais reposer la même question à un journaliste, Farid Aïtsaada. Est-ce que ça vous a surpris, cette mise à l'écart de Bardad Bounedjah? Lui, qui était l'attaquant attitré jusqu'à il y a quelques temps de Jamal Belmadi. Jusqu'à il y a quelques mois. Ouais, ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas en forme. Malgré ça, et là, Jamal Belmadi avait fait entorse à une de ses règles d'or, à savoir la concurrence. Il a maintenu la confiance en Bounedjah, ou plutôt au duo Belaïli-Bounedjah. Et ça n'a toujours pas marché. Là, il faut faire un choix. Là, je pense que Belmadi est revenu aux fondamentaux, et le principal fondamental, c'est la concurrence. Il a pris les meilleurs du moment et suivant un profil précis dont il a besoin pour ce Cameroun. Sur Belfodil, vous vouliez dire... Alors, Belfodil, il n'a plus joué en sélection depuis le 10 octobre 2018. Il était avec Belmadi. Le 10 octobre, voilà, le match retour face au Bénin. Première défaite de Belmadi, le 3e match de Belmadi en sélection. Il avait joué tout le match. D'ailleurs, ça a fait polémique. 74 minutes. Oui, ça a fait polémique puisque Bounedjah, qui avait marqué 3 jours auparavant face à cette même équipe du Bénin à Blida, était remplaçant. On avait critiqué à ce moment-là le coach national. Belfodil, son problème en sélection, pas avec Belmadi, depuis qu'il est en sélection depuis 2013, c'est qu'il n'a jamais été utilisé sur ses capacités. C'est le même. Je ne suis pas d'accord avec vous, puisque Gourcuff, oui. Au moment de sa venue en sélection, faisait de Belfodil l'attaquant. Mais c'est ça le problème. Belfodil n'est pas un attaquant. C'est la même erreur faite avec Abdelkader Ghazal. On a toujours considéré Abdelkader Ghazal comme un avant-centre, un attaquant de pointe, alors que c'est un attaquant droit. Même chose pour le Belfodil. Revoyez. Vous pensez que Christian Gourcuff ne connaît pas bien sûr les que qualités de... Non. Gourcuff s'entêtait en 4-4-2. Et Belfodil, c'était un joueur en 4-4-2, mais il était mal utilisé. Quand il était à Lyon, il était milieu offensif droit. Et sa principale qualité, c'était ses accélérations balle au pied. Parce qu'il était longiligne et tout, mais il avait de la vitesse. Pourquoi on le comparait à Karim Benzema, par exemple, en France? S'il l'a ramené, c'est parce que c'est dans l'éventualité d'un 4-4-2. Et pas pour être avant-centre, parce que l'avant-centre, c'est Slimani, son remplaçant, c'est Benito. Lui, il joue en deuxième attaquant. Et même dans son profil international, sur les fiches techniques internationales, on le met comme deuxième attaquant.
Très bien, merci. On va si tu permets ça, rapidement. Un mot sur Bounedjah. Ce que dit Abdel Nour n'est pas faux. Effectivement, il le protégeait, mais en même temps, moi je pense qu'il y a une partie de la punition, parce qu'il a dit clairement, il a dit, moi je suis contre les gens qui pensent que ça y est, c'est acquis. L'équipe nationale, c'est acquis. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que Bounedjah qui pense que c'est acquis? Mais subtilement, moi je pense qu'il faisait gentiment et subtilement allusion à lui. Comme quoi, le poste, la place en équipe nationale n'est acquise pour personne. Très très bien. On va écouter Jamal Belmadi qui nous parle des joueurs écartés. On parlait justement de Bounedjah et compagnie. On va l'écouter. J'ai annoncé la liste pour votre information. La liste déjà aux joueurs en eux-mêmes. Le groupe de joueurs, évidemment, on savait s'ils étaient convoqués avant vous. Ça, c'est la moindre des choses. Et pour Hedou, les qui n'étaient pas convoqués, bien sûr, ils ont eu leur droit à un message parce que depuis 2 mois, on se prépare. On se prépare tous pour cet événement. Il y avait beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à faire en amont. Et pendant 2 mois, on ne pouvait pas juste les laisser dans leur club et attendre une sélection normale. Il y avait du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Donc on a mêlé, on a fait participer tout le monde, passé 24 jours seulement, on va dire autour de 35 joueurs qui ont dû respecter un petit peu toutes les demandes, tout le travail sur ces 2 mois-là. C'est là où s'est fait la préparation. Et donc évidemment, il y a au moins 10 من هادو اللي ما راهمش qui sont pas convoqués. ولكن هي كرة القدم وهي المنتخب. J'ai l'empathie, évidemment, je travaille avec ça. J'aime la proximité avec mes joueurs. ولكن هي قرار, décision pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour l'intérêt du pays, et juste en vue de la qualification. هذا مكان. والمستقبل مازال. Ils ont encore la possibilité. C'est pas on a vu des joueurs اللي ما كانوش مع المنتخب من زمان ولاو ورجعوا. Donc c'est ça, c'est l'équipe nationale, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Fatah Bada, en parlant des joueurs mis à l'écart, entre parenthèses, 11 joueurs, je le disais tout à l'heure, donc, et pas des moindres, hein. Saïd Barrahma, Adem Mounès blessé, Adem Zorkan, Haris Belqabla, Yassine Brahimi qui avait fait son retour en sélection lors de cette CAN, Mohamed Amin Amoura, bon, qui ne joue pas avec son club, il revient de blessure, et Amin Tougaï, et d'autres joueurs. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs qui n'ont pas été retenus Moi, je reprendrai, malheureusement, ce qu'a dit Abdel Nour tout à l'heure. Il a choisi les meilleurs. Tu prends sa place. Il ne fait que reprendre. Non, mais c'est vrai. Non, Saïd, j'ai assisté à la réunion, j'ai assisté à la conférence de presse, pardon. Je l'ai vu, et je lisais même les traits de son visage. Je l'observais quand il parlait. Et si tu veux, il était un petit peu désolé pour les autres. Mais il a dit clairement. Tu me donnes 2 minutes, Saïd, pour expliquer. Non, il a dit. Alors, on a laissé une semaine après. Entre guillemets, la déroute de Coupe d'Afrique. On a laissé une semaine, tout le monde se repose et tout. Ensuite, quand on a repris le contact, on a été très clair. D'abord, avant, on leur a dit, les joueurs, vous allez être suivis. Et ceux qui sont présents maintenant peuvent ne pas l'être après. Il a dit autre chose. Il a dit, je suis en contact régulièrement et tous les jours. Il y a même des joueurs que vous ne pouvez pas voir, parce que moi, je peux les voir à l'entraînement et je peux les voir lors de matchs amicaux, chose que vous ne voyez pas. Donc, j'ai plus de données. Et ensuite, il est en contact avec ceux qu'il n'a pas convoqués. C'est-à-dire, c'est les premiers qu'il a contactés pour leur dire, vous ne serez pas présents, mais c'est pas une punition, si vous voulez. Il y en a qui sont meilleurs que vous, pour le moment, et ils passeront. Et surtout, comme le disait Farid tout à l'heure, c'est circonstanciel, la particularité de cette double confrontation. Pourquoi Jamal Belmadi, vous étiez présent à cette conférence de presse, s'est énervé lorsqu'on lui a posé la question sur la mise à l'écart d'Adem Zorgan? Moi, je pense, ça reste mon avis. Moi, je pense que c'était la manière de poser la question qui l'avait fait réagir. C'était la manière peut-être de poser la question. Il l'avait refusé dès le départ. Dès le départ. Dès que le journaliste a commencé à poser la question, il a dit non, je ne réponds pas. Et ensuite, j'allais dire diplomatiquement, il a dit, pour répondre à la question, il a dit c'est le choix de l'entraîneur.
Voilà. Ça s'appelle une réponse. C'est évidemment... Ce qu'il ne faut pas oublier également, bon, c'est sur les joueurs qui ont été écartés pour ces deux confrontations, font partie de la liste élargie. Tout à fait, 35. Donc, pour ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand on est en équipe nationale pendant un certain temps, et puis on se voit du jour au lendemain mis à l'écart, c'est sûr que le joueur doit ressentir quand même une certaine frustration. Un petit peu d'apporter un déclic, de booster un petit peu ce groupe, créer la concurrence. Exactement. C'est ce qui a fait des fois cette sélection. Depuis, on le disait sur ce même plateau que l'équipe, on la connaissait bien avant les matchs. Pour pas trop revenir en arrière, on a eu des périodes où l'équipe nationale, bien avant, était au summum. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain. L'exemple de la Coupe du Monde 2014, après la Coupe du Monde, on est passé pratiquement, on a frôlé... L'exemple de 2010. Après la qualification en Coupe du Monde, on ne parvient pas à se qualifier à la Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, on fait une très grande Coupe d'Afrique au Caire. On arrive à cette Coupe d'Afrique au Cameroun où ça a été un échec. Aujourd'hui, il est temps maintenant que cette équipe nationale puisse reprendre un peu le taureau par les cornes et puis se qualifier à une Coupe du Monde. C'est extraordinaire pour n'importe quel joueur. Alors, il me tend la perche à Abdelno. Après la Coupe du Monde 2014, après la Coupe d'Afrique 2013, l'échec en Coupe d'Afrique 2013, Wahid El-Aziz, pour relancer la machine, il avait ramené deux nouveaux joueurs, Roulem et Taider. Et ça avait relancé la machine, tout en mettant à l'écart provisoirement certains joueurs. Très très bien. On va écouter et certains joueurs qu'il a écartés définitivement. Parce qu'à l'époque, j'étais dans ce staff. Tu ne me laisses pas voir. Non, c'est pour continuer un peu ce qu'il a dit. Alors, on va évidemment la qualification pour la Coupe du Monde, messieurs. Vous le savez très bien, se joue aussi à travers sur l'aspect mental. Et Jamal Belmadi, on en a parlé ce matin en conférence de presse. On va l'écouter, on revient. Si cet aspect de détermination, de volonté, d'envie de presque entre guillemets de se racheter, qui est très important. Donc pour les joueurs qui ont la chance, parce qu'on ne peut pas changer 40 joueurs, mais la chance de pouvoir être de nouveau là et de nouveau se racheter après ce fiasco de la dernière CAN, ceux-là, ils savent qu'ils doivent réagir. Mais il y avait ceux qui arrivent et qui arrivent normalement avec le sentiment de vouloir prouver absolument, de tout donner absolument. Et cet aspect-là est pour moi essentiel. J'ai toujours travaillé comme ça, et ça pour moi c'est déterminant dans mes choix. Donc les Mouelf, et dire en équipe nationale, jeunes ou moins jeunes, et qui pensent que c'est un acquis, et que malgré les rappels, continuent d'avoir une forme comme ça de passivité, ou penser que c'est tout à fait normal de venir en équipe nationale, c'est fini, ça n'existe pas chez moi. Donc les joueurs qui sont venus, en plus de leurs caractéristiques et en plus de ce que nous avons prévu de faire, il y a aussi cet aspect mental qui est déterminant pour moi. Faidet Saada, la moyenne d'âge de cette équipe retenue, c'est 24 joueurs, en tout cas ce groupe de joueurs retenus par Jamal Belmadi, est de 30 ans. Est-ce qu'on peut parler justement d'un choix délibéré de Jamal Belmadi, justement de miser sur l'expérience en prévisant de cette double confrontation face au Cameroun, quand on sait que lors de la CAN, la moyenne d'âge tournait autour de 28 ans. Donc on a gagné 2 ans en 2 mois. Non, je ne pense pas qu'il ait vu les dates de naissance des joueurs. Il y a un profil d'adversaire, il a choisi des joueurs en fonction du profil d'adversaire. De l'expérience des joueurs. Non, ça ne veut rien dire. L'Italie entre en stage demain pour des matchs amicaux et le sélectionneur a sélectionné pour la première fois un attaquant de 30 ans. Donc ça ne veut rien dire, d'origine brésilienne. C'est même pas un vrai Italien. Donc ça ne veut rien dire. C'est que voilà, c'est des choix. Et comme ça, il a fait un choix parce qu'il a besoin de 6 joueurs. Et il a même dit en conférence de presse ce matin, pour certains joueurs, c'est la dernière occasion pour jouer à la Coupe du Monde.
Abdelnour, sur le poste de gardien de but, il n'y a pas de suspense. Évidemment, ça sera Raïs Mboulhi pour les deux matchs, mais Alexandre Oukidjan ne joue plus avec son club du FC Metz. Est-ce que là aussi, il aurait fallu un petit peu booster les choses en faisant appel à notre gardien? Vous savez, le poste de gardien de but est un poste assez délicat. Moi, je l'ai vécu avec Raïs Mboulhi à l'époque où il était sans club. Hein. Et puis, il était titulaire au niveau de l'équipe nationale. D'ailleurs, ça avait posé pas mal de problèmes. Donc, à un moment donné, Mboulhi était pris en charge par un entraîneur de gardien de but en France. Il travaillait sans même jouer. Mais quand il a joué en équipe nationale, il faut reconnaître qu'il a aligné que de grands matchs. Aujourd'hui, le cas d'Oukidja. Que pensez-vous justement, je reviens à Oukidja. Sur Mboulhi, je voudrais revenir avec vous. Que pensez-vous justement de la saison de Raïs Mboulhi, déjà avec son club une saison auparavant, l'Etifar était parmi les meilleurs clubs au niveau du championnat saoudien. Cette année, ce n'est pas le cas. Et vous savez, un gardien de but, beaucoup de gens l'ont critiqué, beaucoup de gens dans la presse écrite, la presse parlée, il encaisse 3 buts, 4 buts par match. Évidemment, quand on n'a pas une bonne équipe, quand on n'a pas un bon réseau défensif, on peut être le meilleur gardien du monde, on encaisse des buts. Hein. Donc ça, c'est pas un motif suffisant. Maintenant, il faut voir l'état de forme de Raïs. Il peut encaisser 3 buts tout en alignant un très grand match. Donc pour revenir un peu à Oukidja, il a la chance d'être dans un club, de s'entraîner régulièrement. Donc ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, quant à peut-être appeler un autre gardien de but, je pense que Belmadi, au même titre que beaucoup d'autres joueurs, hein, il a convoqué ces 3 gardiens parce que c'est les 3 gardiens auxquels il fait le plus confiance. Très très bien, on va écouter... Parce qu'il y a des automatismes avec les en plus, c'est ça, c'est une question de confiance. On va écouter aussi Jamal Belmadi qui a parlé de l'adversaire, de cette équipe du Cameroun, qui a changé de coach tout récemment. Donc on va l'écouter sur l'arrivée de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables et à Anvers. Ce que je peux dire, c'est que déjà c'est la décision de la Fédération camerounaise de football, et c'est à elle de savoir, qu'à peser, sous-peser les risques de ces pseudo-risques, éventuels risques, on va dire, de ce changement de staff technique. L'avenir nous dira si ça a été une bonne chose ou pas. On espère que non, évidemment. Nous, on se focus, on se concentre sur ce que l'on va mettre en place pour se qualifier. Bien sûr, en fonction de l'adversaire. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que, et j'ai pas trop envie d'en dire aussi, c'est qu'il est difficile sur 3 séances d'entraînement, 4 séances d'entraînement, de changer tout un fond de jeu, parce qu'ils en ont un système, des systèmes, une philosophie. Ça me paraît difficile, même pour le plus grand entraîneur au monde, il faut un certain temps. C'était votre question, Fatih Abada, justement sur ce changement inattendu, on le disait déjà il y a quelques semaines de cela, et cette arrivée de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables. On peut parler d'une réponse plutôt logique du coach. Oui, plutôt logique, diplomatique, fine. Il a été très clair. Moi, ma question, c'était surtout parce qu'il avait parlé lors de la dernière conférence de presse, il avait dit qu'il avait regardé le Cameroun. Les 13 derniers matchs du Cameroun. Tout à fait. Et avec l'ancien coach, quand c'est ça. Et je trouve sa réponse logique parce que Rigobert Song n'a pas le temps de changer quoi que ce soit en équipe de Cameroun. On ne change pas sur 3 ou 4 entraînements, même pas un match amical. Exact. Donc ça va continuer comme ça, mais pour lui, il espère que le volet psychologique va plutôt plaider en notre faveur, va être plutôt pour nous et pas pour eux. Mais il peut aussi libérer certains joueurs. Farid Saada en sourit, justement. Non, j'en suis, parce que est-ce que vraiment vous croyez que c'est Rigobert Song le sélectionneur? Bon, sur le papier, c'est lui. C'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o, il a placé. C'est ça. Déclaration. Moi, je pense que c'est l'entraîneur adjoint. C'est ton avis. Moi, pour moi,
D'abord, il faut connaître Rigobert Song. C'est une très très forte personnalité. C'est pas le gars qui va se laisser marcher sur les pieds. Et si jamais il a accepté, c'est vrai qu'il va avoir. De toutes les façons, les anciens joueurs du Cameroun sont tous au niveau de la fédération. Ouais. On est en train de voir Antoine Bell, on est en train de voir Roger Mila, Mboma. Donc tous les anciens s'unissent autour de cette équipe. Et c'est vrai, maintenant il y a un chef, le chef c'est lui. Maintenant il peut avoir bien sûr Eto'o, Mila peut lui lancer quelques mots, etc. Mais la qualité de Rigobert Song, d'abord, c'est un peu tout son vécu au niveau de l'équipe. Il est respecté par les joueurs. Il est respecté énormément, donc... Et on en a parlé déjà. L'adjoint de Rigobert Song, ils font partie des staffs de... qui a été le sélectionneur du Kenya, Minier exactement. Il l'a dit lors d'une conférence de presse, plutôt dans une interview. Il disait que ça sera Rigobert Song, ça sera le manager quasiment. C'est lui qui fera tout le travail. Exactement. Sur le plan technique, ça sera Minier. Mais si on va écouter une autre déclaration de Jamal Belmadi, qui revient justement sur la décision des pouvoirs publics justement de faciliter le déplacement des supporters algériens pour Douala afin de supporter et encourager l'équipe nationale dans ce match aller. Par rapport à ces déplacements, on sait que ce n'est pas des déplacements faciles. C'est tout simplement par amour simple de leur pays, de manière générale, et de leur équipe nationale en particulier. Donc, ce n'est qu'un soutien énorme que l'on peut avoir. C'est vrai que Cha'abna, quand il participe au match, là, ça fait malheureusement après cette CAN, là où on aurait dû avoir une affluence à tous nos matchs parce que l'équipe fonctionne, parce que l'équipe marche. On est tombé sur le Covid, donc il y avait dans des stades vides. Donc là, les retrouver déjà Japoma, on sait que même s'ils ne seront pas majoritaires dans le stade, mais on sait qu'ils feront du bruit. Et juste le voir, ça nous donne encore plus d'envie, si tant est qu'il nous en manquait. Ensuite, avoir, je vous ai dit, ce stade de Blida dans un second temps, plein aussi. C'est tout ce que nous, on joue pour ça de toute manière, on joue pour notre pays, on joue pour notre maillot, pour nos gens. Voilà. La présence des supporters à Denor, on en a parlé la semaine dernière, mais elle sera importante, notamment très dans ce match. Surtout, bon, à Blida, ça ne pose pas de problème. J'espère que le stade sera plein à craquer. Mais là, le fait de prendre la décision d'envoyer des supporters au Cameroun, c'est une très très bonne décision, parce que l'équipe nationale, au moins, en connaissant un peu nos supporters, s'il y a plus de 1500 supporters qui sont là-bas, c'est l'équivalent de pratiquement... C'est ce qu'il a dit, le coach. Voilà. Il a dit, même s'ils ne seront que 1700, mais on sait qu'ils feront beaucoup de bruit. La preuve, et juste le fait de les voir... Déjà, en Égypte, il n'y avait pas énormément de monde. Voilà. On avait l'impression que tout le stade était algérien. Donc c'est une très bonne chose pour notre équipe nationale. Maintenant, aux joueurs de se donner à fond et d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible au Cameroun et bien évidemment la qualification à Blida. Très très bien. Moi je voudrais poser la question à Fada, vous étiez présent. On a senti Jamal Belmadi assez tendu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la pression de ces deux matchs face au Cameroun, ça commence à peser un petit peu Ah oui, c'est très clair. C'est très clair. Son faciès, c'était une faciès d'un coach tendu. Tendu, mais il faut rendre à César. Concentré, absolument. Bien vu Saïd, comme le dit notre ami l'Arabi. Et surtout confiant. Confiant. Parce qu'il a dit une phrase, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous l'avez analysé, Farid, je ne sais pas s'il a... Il a dit, tout a été étudié, rien n'a été laissé au hasard. Mais aujourd'hui, et le coach ne dit pas ça pour rien. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle de football, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans cette émission, le résultat du match n'est pas acquis. Mais toute la préparation de l'équipe est à 100%. On ne laisse rien au hasard. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est un peu ça. Mais pour revenir à ce qu'il disait, il était tendu. Réellement, il était tendu. C'est pour ça qu'on sentait une sorte de frustration lors de... Vous disiez, pardon Farid, je reviens vers vous, vous disiez que le coach était confiant. Oui, très confiant. Et c'est sur ce point qu'il a fini la conférence de presse sur un point de et on finira avec les déclarations de Belmadi, avec cet optimisme
avérée en tout cas du coach national en l'écoute. On ne s'imagine pas, voilà, si ça peut être rassurant, on ne s'imagine pas ne pas y être. On ne s'imagine pas ne pas participer à cette Coupe du Monde. On ne s'imagine pas... nous, voilà, on est 100% optimistes. Ce n'est pas du tout, évidemment, de l'arrogance ou de manque d'humilité, bien au contraire. Mais on a l'ambition farouche de se qualifier. Nous, on va mourir sur le terrain. Et ça, c'est sûr. Rien n'est laissé au hasard. Tout est étudié, tout est après, c'est les aléas du football, mais nous, on y va avec beaucoup de confiance. كل ما نهضر مع ولادي ولا ندير فيديو يخلص لي الكريدي. انا بالانترنت ديالي نشوف بها ولادي وكامل المسلسلات. وعلاش الانترنت تاعك طاحت عليك من السما؟ نحكي لكم. كل ما تهوى في سما تهدر بزاف وتكونكتي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر وتكونكتي حتى تكون فيكس سما ميكس هذا راح تاع 4000 دولار لحظه كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا نصنع المستقبل. ايه نحكي لكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. Farid Aït-Saada, on l'a écouté, hein, Jamal Belmadi le dit, on ne se voit pas. Or, en tout cas, de cette Coupe du Monde, hein, Jamal Belmadi est quasiment certain de jouer cette Coupe du Monde. Il n'ose même pas imaginer cette Coupe du Monde sans l'Algérie. Oui, compte tenu du travail comme il l'a effectué pendant 3 ans, et ça fait des mois qu'il parle de Coupe du Monde. Même avant la Coupe d'Afrique, il parlait des matchs de mars, plus que de la Coupe d'Afrique, pour dire, voilà, comme s'il il prévoyait, ou bien il entrevoyait un échec en Coupe d'Afrique, c'est pour rappeler aux joueurs, ça il ne faut pas désespérer, le principal objectif c'est d'aller en Coupe du Monde au Qatar 2022. Bon, personnellement, par rapport à aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé tendu, parce que déjà, il avait le droit de ne pas organiser cette conférence de presse, il en avait organisé une il y a 3 semaines. Rigobert Song n'a pas organisé de conférence de presse parce qu'il y aura une conférence de presse avant le match. Vous connaissez Farid, vous parlez de oui, je rappelle Farid une fois attaqué à l'Eloside justement par rapport au blackout qu'il imposait au niveau de la sélection. Du point de vue réglementaire, parce qu'il y a 3 semaines, il a fait une longue conférence de presse. Oui, mais il revenait, c'était une conférence de presse, pardon Farid, c'était une conférence bilan exactement qu'il devait logiquement faire une fois de retour en Algérie, mais là c'était la conférence de presse d'avant-match, sachant que l'équipe nationale, on le rappelle, va se déplacer demain en Guinée équatoriale pour entamer son stage de 4 jours avant de rallier la veille du match Douala, et ça sera un stage à huis clos, il n'y aura pas d'activité médiatique. Si ma mémoire est bonne, est-ce que c'est une bonne chose de tout fermer au mois d'octobre, il n'avait pas organisé de conférence avant stage, puisqu'il y avait des conférences avant les matchs de Coupe du Monde. C'est le règlement de la FIFA. Bon, c'est pas moi, je trouve aujourd'hui, j'ai trouvé serein, mais agacé par certaines questions qui se répétaient. Voilà, parce qu'il était agacé par certaines questions. Il a surtout signalé, pardon Farid, il a surtout signalé, il a dit, si vous vous rappelez les gens qui étaient là lors de ma première conférence de presse, j'ai dit 2 choses. J'ai dit, je suis avec l'équipe nationale, d'abord pour gagner un titre, ensuite pour aller en Coupe du Monde. Et je suppose que la première partie du marché a été honorée. Et là, on est sur la ligne, le finish pour la deuxième. Dernier mot messieurs, pour cette première partie consacrée à l'équipe nationale. Abdel Kawa, ce match face au Cameroun, ce sera ce vendredi, donc J-5 avant ce match. Comment voyez-vous ce match face à cette équipe camerounaise? Ça va être un match d'abord qui va être très très difficile à gérer. C'est sûr, moi je pense que Belmadi, c'est vrai qu'il a suivi cette équipe, il a vu pratiquement tous les derniers matchs que cette équipe a joué, donc voir un peu toutes les qualités, et puis tous les manques de cette équipe-là. Maintenant, à nous, aux joueurs surtout, hein, parce qu'on va demander aux joueurs de jouer de telle manière, aux joueurs d'être prêts à 100% et d'éviter de faire un maximum de fautes défensives. C'est ça Vous faites bien de me rappeler la question qu'on lui a posée sur l'arbitrage. Et je pense qu'il a été intelligent, Jamal Belmadi. Il n'a pas répondu dans un premier temps. Il est revenu vers la fin de la conférence sur l'arbitrage en disant
qui ne voudrait pas que ces joueurs, justement, se focalisent. Il a dit c'est la raison de ma non-réponse aux journalistes pour être sympa avec lui. Je m'excuse, mais de toute façon, de cet arbitrage, ça fait depuis que cet arbitre a été désigné, on n'arrête pas d'en parler. Voilà. Donc, mais on attendait Belmadi sur ce volet-là. Vous pensez qu'il a bien fait de ne pas en parler? Absolument, on ne va pas rentrer dans... Il a dit que toutes les instances étaient informées. Le plus important aujourd'hui, pour préparer ce match-là, surtout le match de Douala, c'est d'avoir une équipe prête, non seulement physiquement, mentalement, tactiquement et surtout mentalement. Ouais. Mot de fin, on souhaite évidemment bonne chance au Vert pour ce match aller. Un détail important, très important. Très important, allez. Oui, parce qu'il y a des gens qui suivent la Champions League européenne et qui croient que maintenant, un but à l'extérieur en cas d'égalité... Ça ne change pas en Afrique. Voilà. Pour les compétitions de la CAF et de la FIFA, ça ne change pas. En cas d'égalité, les buts à l'extérieur comptent double. Ce sont les compétitions européennes de l'UEFA qui ont banni cette règle. Voilà, donc il est important de marquer à l'extérieur. Exactement, très très bien. Merci Farid Aït Saada. On passe à présent à la Champions League africaine et à la Coupe de la Confédération africaine de football après ce jingle. Et cette semaine, on est heureux puisque l'entente de Sétif et le CRB Louisette ont gagné et se sont qualifiés pour le tour suivant en Champions League africaine. L'entente de Sétif, au bout d'un match hitchcockien, cette équipe était menée au score à la toute dernière minute du match, l'emporte face au Horia Conakry, 3-2. Voilà, beaucoup de suspense. Là, il faut dire chapeau bas à cette équipe de Sétif, hein, parce que déjà à l'entame des matchs de poule, ils avaient très très mal commencé, et puis on se posait même la question de savoir... Non, ils avaient gagné le premier match. Par la suite, il y a eu cette défaite face à Raja et Casablanca. Donc, ils étaient mal en point, il fallait impérativement qu'ils gagnent ce match-là pour espérer se qualifier. Et là, à 2-1, les dernières minutes de jeu, c'était pas évident. Après avoir fait une première mi-temps très mitigée, heureusement qu'à la fin du match, ils se sont créés des occasions en seconde mi-temps, mais c'est surtout à la fin du match qu'ils ont pu remporter. Et chapeau bas à cette équipe-là, parce que c'est pas évident, vu tous les problèmes qu'ils sont en train de vivre au niveau de Sétif, les problèmes administratifs, financiers, les fameuses déclarations du président accusant tel et tel joueur de baisser la fin. C'est rentré dans l'ordre. C'est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, Sétif, moi j'espère qu'ils vont pouvoir aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique, au même titre d'ailleurs que le CRB. Mais Abdelnour, là, quelle que soit la génération, il faut dire que c'est l'âme du club, quelle que soit la génération, toujours le fameux deuxième souffle sétifien qui revient, quelle que soit la génération. Ça existe depuis votre époque, même avant. Ah non, nous à l'époque, c'était beaucoup plus visible. Hein. Oui, mais parce là, que ça continue. Quand on allait à l'époque, si on parlait de Sétif, moi surtout quand on jouait à Saint-Eugène, toutes les équipes qui venaient, les entraîneurs à l'époque, bien avant Kabatou, ils disaient voilà, ils vont arriver, ils vont être fatigués. Bon, en première mi-temps, ça se passait comme il est, mais en deuxième mi-temps, il passait comme un rouleau compresseur. Ouais. Donc Sétif n'a pas dérogé, absolument à ses habitudes. Farid, un petit mot sur la qualif. Oui, d'abord, la surprise, c'était le niveau qu'a montré Horia de Conakry, parce que c'était le moyen faible de ce groupe. On n'attendait pas à ce niveau. Tous ces matchs, et là, c'est rebellé, vraiment. J'ai été surpris, agréablement surpris par le niveau de Horia. C'est comme s'il voulait... Est-ce que c'est le Horia qui a été bon ou bien l'entente qui aurait dû était bon. On le plier le match on voyait dans les enchaînements et tout, dans cette propension de se propulser vers l'avant en groupe et tout. Non, tactiquement, ils étaient bien en place. Mais la vertu de l'entente, c'est d'avoir su revenir. C'était pas évident sur le plan physique. À 10 minutes de la fin, ils étaient éliminés. À 10 minutes de la fin, ils étaient éliminés. Presque éliminés. Presque éliminés. Ils ont été menés au score par 2 fois. Ils ont eu le mérite de ne rien lâcher. Et aussi, grâce à Ashraf Janit, le banni il y a quelques semaines, qui est maintenant le sauveur de l'équipe. Comme quoi, dans le football, ça va très vite. Exactement. On passe à l'autre représentant algérien dans cette compétition, en l'occurrence le CRB Louisette. Et là aussi, le CRB a assuré face
à une équipe quand même de l'Étoile du Sahel, reconnue en tout cas sur la scène africaine, même si ces dernières années ce n'est plus les Sahel d'il y a quelques années. Sauf que le CRB a fait le job en l'emportant donc 2-0. Là, le CRB n'a pas fait de détails dès le début de match quasiment. Ils ont assuré, voilà. Ils ont assuré. Le score aurait pu être largement plus lourd. Ils ont su gérer le match. Justement, en fait, vous avez suivi le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette prestation du CRB Belouizdad? D'abord, je dirais un mot sur le turnover de Paqueta. Beaucoup de joueurs qui étaient quasiment remplaçants tout le temps, parfois même pas convoqués. Belkhir, Jarrar, il a fait rentrer des joueurs qui ne jouaient pas avant. Il a réussi, ils ont plié le match en 18 minutes. 18 minutes, il menait déjà 2-0. Donc je pense que le CRB, avec l'effectif, avec j'allais dire les petits tours que joue Paqueta, je pense que le CRB c'est amplement mérité d'abord et que c'est une équipe qui pourra créer la surprise et aller loin dans cette compétition. Khalid Saada, un petit mot sur les joueurs professionnels. On avait oublié de le citer. Abdelrahman qui vient de marquer cet après-midi. Oui, il a marqué. Le match est en cours entre Tottenham et Abdelrahman. Tottenham menait 2-0. Entre Tottenham et Abdelrahman. Pardon, Tottenham et West Ham, club de Abdelrahman. Sauf que Abdelrahman n'est pas convoqué. Donc, voilà. Aujourd'hui aussi, il aurait dû marquer la semaine dernière. Voilà, il aurait dû marquer la semaine dernière. Issa Mandi a joué l'intégralité du match de Villarreal. C'est une bonne nouvelle. 1-0. Mais c'est bien de le revoir sur le terrain. En compétition. Avant-hier, Ben Sebaini a joué l'intégralité du match à Mönchengladbach, interrompu à cause d'un jet. Comme quoi, même en Allemagne, il y a des jets de grosses villes. Comment dire, irresponsables. Mahrez aujourd'hui est entré pour les 20 dernières minutes du match de Cup contre Southampton. Il a marqué un but quand même, victoire 4-1. Southampton que le Manchester City n'a pas pu gagner en aller-retour. Mais les deux matchs, Mahrez était absent. Aujourd'hui, il est rentré, il a marqué. Également, hier, Ben Nasser, très grand match. Ben Nasser avec Milan contre Cagliari, un but, le but de la victoire. Et vraiment un travail au milieu de terrain incroyable. Et Delaby, il a été élu homme de match. Zaloré, titulaire régulier avec Twente encore une fois. Farouli revient de blessure après avoir raté le match retour de l'Europa League contre Barcelone, alors qu'il était titulaire au match, il captait d'équipe au match aller. Il est revenu aujourd'hui en championnat, mais il est resté sur le banc, il n'a pas joué. Défaite de Galatasaray aujourd'hui. Et enfin, Slimani hier, il a joué 64 minutes. Victoire de son équipe, mais il n'a pas marqué pour une fois. C'est le spécialiste, depuis plusieurs années. 15 secondes juste pour parler. Il a parlé de Ferrouli. Il a parlé de Ferrouli et le coach aujourd'hui avait signalé le professionnalisme de Ferrouli qui avait senti une légère douleur musculaire lors du match. Il n'a pas prendre de risque. Absolument. Il a aligné 2 matchs pleins. Donc il a préféré ne pas prendre de risque pour ne pas rater cette double confrontation contre le Cameroun. On reste sur le CRB Abdelnour. Le CRB est leader de son groupe en compagnie de l'Espérance du Tunis avec 11 points. Et le prochain match sera décisif entre ces deux équipes pour la première place. Est-ce que vous pensez que le CRB, sachant qu'au match aller, le CRB avait largement les moyens de battre cette équipe de l'Espérance, comment voyez-vous ce dernier match entre les deux équipes et c'est important de terminer premier dans son groupe. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est mission accomplie. C'est le fait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont jouer la première place. Ils sont capables d'aller battre l'Espérance. Bon, c'est vrai que l'Espérance actuellement était pratiquement même au niveau du championnat tunisien, font partie des meilleures équipes. Maintenant, au CRB, de pouvoir se transcender et d'essayer de ramener les 3 points là-bas, chose qui n'est pas impossible. On passe à la Coupe de la Confédération africaine de football. Et là, la jeunesse sportive de la Saoura qui joue dans 1h30, voilà, d'ici 1h30, donc son match face à un big match, face aux Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Ça sera un véritable test, Khalid Saada, pour les gars de la Saoura. Oui, c'est important de gagner, au moins de faire match nul. Dans la perspective de la qualification, c'est l'Orlando Pirates, c'est le favori de ce groupe. Une équipe expérimentée qui a une longue expérience dans les compétitions africaines et non pas seulement en Coupe de la CAF, même en Champions League. Et la JS Saoura pour sa deuxième participation dans cette compétition
montre jusqu'à maintenant qu'elle est à la hauteur de ça, en cas de victoire ce soir, se qualifier. Voilà, c'est ça. Mais un match nul aussi la laisserait dans la course. Voilà. Mais Etihad et les Royal Leopards font match nul jusqu'à la 70e minute. Les deux équipes sont à égalité. S'ils font match nul, ça arrange des affaires de savoir. Bien sûr. Exactement. Ce qui serait défavorable, ce serait une victoire de l'Etihad face à Eswatini. Et encore, l'Etihad joue à domicile à Tripoli. Alors que l'Eswatini est déjà disqualifié. Donc, on espère une victoire parce qu'on voit que finalement, dans cette Coupe de la Confédération, il n'y a pas une grande différence entre les boss, sauf les équipes qui sont au top, bien sûr, les équipes égyptiennes, marocaines, tunisiennes. Mais sinon, les équipes comme Orlando Pirates, comme l'a vu avec, dans le groupe du CRB, l'espérance, c'est à la portée des équipes algériennes. Fatah, ça sent bon pour la GS Sawara. Oui, ils sont sur une courbe ascendante. Moi, je pense qu'ils peuvent, comme le disait Farid, au moins accrocher le match. On passe, messieurs, à la Liga après ce jingle. Et messieurs, le big match de cette 22e journée a accouché d'une souris. Entre le Mouloudia Club d'Alger et le CS Constantine, c'était hier au stade Omar Hamadi de Boulourine, 0 partout, un match plutôt terne et pauvre en occasion, même si en première mi-temps on a vu plutôt un bon match, sauf qu'en deuxième mi-temps on s'est ennuyé justement. Abdelnour Kawa, vous avez suivi la partie. Le MCA avait bien débuté la partie en trouvant le poteau, justement, on revoit l'image, cette frappe du latéral gauche Ezemani, mais par la suite, ça a manqué en tout cas de tranchant devant. Moi, je pense que le Mouloudia avait l'occasion de pouvoir remporter des 3 points et se hisser au niveau du CRB. Hein. Malheureusement, je crois que c'est pas des plus mauvais matchs. Mais ça manquait d'inspiration. Ça manquait énormément d'inspiration, des deux côtés d'ailleurs. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Du côté du CSC, on était plutôt content du match nul. Bien sûr, mais le CSC avec un peu plus surtout devant. Si jamais ils avaient réussi avec plus d'audace, ils auraient peut-être pu marquer également. Donc, en tout cas, à partir de la 60e minute, il y avait quasiment, c'était que le CSC qui jouait à ce moment-là. Parce que là, il fallait surtout pas perdre. Le Mouloudia n'avait surtout pas à perdre ce match-là. Pour les maintenir dans la course, bon, un match nul, c'est toujours décevant, mais c'est mieux que de perdre un match, surtout à domicile. Maintenant, au Mouloudia de pouvoir se ressaisir, parce que moi, je pense que cette équipe-là a quand même les moyens d'essayer de jouer non seulement le titre, mais au moins une Coupe d'Afrique cette année. Farid Aït Saada, est-ce qu'on peut dire que cette équipe du Mouloudia, quand elle est mise sous pression, quand on l'annonce favorite pour notamment ce match face au CSC, on disait que Mouloudia restait sur une belle série de victoires, avait marqué 8 buts face au RC Relisen, et qu'à domicile, ça pouvait passer face au CSC, même si le CSC, ça reste un gros morceau. Oui, bon, mais il faut laisser tranquille cette équipe de jeunes joueurs. On va les laisser tranquilles. Non, je parle des supporters. On ne va pas parler du Mouloudia d'Alger. Non, il y a des supporters qui sont toujours exigeants. Ils Farid est en train de parler comme le coach du Mouloudia d'Alger. C'est vrai. Les supporters du Mouloudia sont conscients que cette équipe-là est en train de se former. La pression, elle vient d'où? Elle vient de maintenant aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait de la pression sur le Mouloudia, messieurs. Des médias. C'est les médias qui sont en train de pousser. Parce qu'aujourd'hui, les supporters ne sont pas présents. Ils sont présents à la fin du match pour les applaudir. Et d'ailleurs, je pense qu'ils font un des meilleurs parcours depuis bien longtemps, le Mouloudia. Deuxième avec 40 points. Avec, comme vous l'avez dit, Farid, avec des joueurs qui n'étaient pas connus la saison passée. Donc je pense que c'est déjà une très belle performance pour le Mouloudia, pourvu qu'il continue dans cette ligne. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques semaines... C'est vrai, ce qui disait Saïd, comment il a annoncé le sujet, mais c'est parfaitement le cas. Dès qu'ils sont mis sous pression, ils ratent leur match. Ça s'est passé contre Schleff. Mais ça me surprend de la part de Farid de parler des médias ou bien de la pression. C'est un club qui a toujours connu la pression. C'est normal qu'il y ait sans pression. Oui, mais les supporters sont en droit d'espérer une victoire et de voir leur équipe justement jouer le titre. Quand on voit
On jette un coup d'œil au classement, messieurs. Le Mouloudia, s'il avait battu le CSC hier, il serait à égalité de points avec le CRB, sachant que les deux équipes vont se rencontrer ce mercredi. Donc les supporters du Mouloudia peuvent espérer. Donc c'est pour ça. Ok. Mais il y a quelques semaines, c'était juste avant la fin de la phase aller, le Mouloudia avait connu un recul dans les résultats et dans le classement. Et là, ils ont enchaîné une série de 3-4 matchs sans défaite. Parce que les gens les avaient oubliés. Ils ont dit ça y est. Mais quand après ils sont remis sur le devant de la scène... c'est ce qu'il disait. Sur 22 matchs, le Mouloudia n'a que 3 défaites. Abdenor, mais vous êtes le mieux placé pour en parler quand on porte le maillot du Mouloudia. On porte la pression avec. On porte la pression, comme le dit Fatah. Et aussi, je voudrais saluer aussi la belle prestation du CS Constantine. C'était un gros morceau en face. C'est vrai qu'on parle du Mouloudia, mais en face, c'était une belle équipe du CSC. Et chapeau aussi à Khaled Delmadoui, qui depuis son retour... qui joue bien au ballon. Il joue bien au ballon. Messieurs, on passe à... Non, juste pour terminer. Le Mouloudia a toujours le même staff depuis le début de saison et ça commence à payer. Aujourd'hui, le CSC est en train de changer de staff, même de dirigeants. Donc ils ont eu tellement de problèmes et c'est déjà une performance pour eux. C'est vrai que maintenant avec la venue de Kherdim, peut-être que les choses vont aller de mieux en mieux. On passe à notre match et là aussi le RC Relizane qui accueillait vendredi l'USM à Alger. L'équipe de Relizane qui est en difficulté cette saison avant-dernier au classement général, qui avait pris l'eau à domicile, plutôt en déplacement la semaine dernière face au Mouloudia d'Alger, a pu tenir en échec cette équipe de l'USMA, 0 partout. Fatah, on s'attendait sans doute à une victoire des Smiths, mais là encore, pas de sèche au niveau de l'attaque de l'USMA. Réaction d'orgueil de la part du RCR, Saïd, parce qu'ils avaient perdu d'abord le match à domicile face à la GS Sahara, et ensuite ils sont venus prendre l'eau de toutes parts face au Mouloudia. Maintenant, c'est une bonne réaction. Peut-être que ça va les booster. Ce n'est pas trop tard. Ils sont quand même, ils peuvent se rattraper pour peu que les problèmes soient réglés. C'est une belle équipe de Relizane qu'on a vu évoluer. Ils ont des capacités. On l'a toujours dit que c'était certainement l'équipe de Relizane, regorgée de joueurs de talent, talentueux, avec les problèmes qu'il y avait dans ce club, c'était compliqué. Abdelnor, l'USMA qui... ça commence à grincer en tout cas. Déjà, ils commencent à remettre en cause la venue de leur nouvel entraîneur. De l'entraîneur. Même Achou est fortement critiqué. Achou, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est critiqué. Le problème de l'USMA, c'est vrai que Relizane revient d'une défaite de 8-0. L'USMA aurait dû en profiter dès le début du match. Ils se sont créés des occasions, mais malheureusement qui n'ont pas été au fond. Et là, au fur et à mesure du match, Relizane a commencé à prendre confiance, et c'est Relizane qui a quand même créé 3 ou 4 occasions à la fin, où ils auraient pu également marquer des buts. Donc ce match nul, pour moi, l'USMA, logiquement, sans mésestimer Relizane, aurait dû revenir avec les 3 points, et ça aurait arrangé beaucoup plus la situation dans laquelle est en train de vivre l'USMA. On passe à un autre match, celui qui a opposé le Mouloudia Club d'Oran au Nehd USND. Là aussi, 0 partout entre les deux équipes. Un résultat qui ne fait les affaires de personne. En tout cas, peut-être pour le Nehd, revenir avec le point du match nul d'Oran, c'est un bon point de prix en tout cas. Oui, il y a longtemps que le Nehd n'avait pas pris des points à l'extérieur. C'est bien pour la stabilité. Le MCO, une équipe fidèle à elle-même, c'est-à-dire plutôt bonne hors de ses bases, mais frileuse à domicile. Ça a toujours été le cas depuis quelques années. Et surtout cette année, une équipe, c'est pas imprévisible. Elle peut faire de très grands matchs, comme elle peut passer à côté. Et le Nehd, il y a un nouveau changement d'entraîneur, Saïd. C'est Yamin Bouarara qui a la tête maintenant du Nehd. Encore un quatrième entraîneur en saison. Je commence à... En comptant Mekhazni. Oui, bien sûr. Mekhazni, il n'a fait qu'un seul match. Hein. Oui. Non, je n'ai pas compté Mekhazni. C'est le 5e. Il était le 5e. Mais il est resté sur le banc. Il a dirigé le dernier match face à Schleff. Mais Mekhazni, c'est l'entraîneur de l'équipe réserve. Voilà, c'est le DTS des jeunes. Donc, il a assuré l'intérim. On voit les images justement de cette partie. Ça reste compliqué pour le Nehd, Fatah justement, 15e au classement.
Et le Hilal Shalom Al-Aid, on va voir tout à l'heure le résumé de sa victoire, notamment face à l'US Biskra, prend 2 points et une place supplémentaire devant le net, justement. Oui, moi je suis peiné, Saïd, permets-moi de revenir encore une fois, je suis peiné pour cette équipe du net que j'ai vu évoluer cette année plusieurs fois et qui développait beaucoup de jeux. C'est encore une fois les problèmes. Autour d'un début de saison. Mais extraordinaire, extraordinaire. Moi je les ai vus, même contre le Mouloudia, le score ne voulait rien dire, le 4-1, il ne voulait rien dire. À certains moments, le NED pouvait marquer, il pouvait gagner le match. Mais c'est dommage qu'une équipe aussi mythique que le NED baigne dans ce genre de problème. Ça fait vraiment mal. Ça dure depuis pas mal d'années. Pas mal d'années. Ouais. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que même quand on revoit un peu le classement, il ne faut pas oublier qu'il y a encore 12 matchs, donc il y a encore 36 points à grignoter. Donc toutes les équipes, si jamais elles arrivent à se ressaisir très rapidement... Mis à part peut-être le Wydad de Toulouse. Non, ils sont à 10 points, les autres sont à 6 points, à 16 points. Hein. Donc c'est pas... je pense à Abdenor pour lui d'être de Toulouse. 10 points d'avance. Abdenor, le premier non relégable. N'oubliez pas qu'il y aura 4 clubs qui vont... Oui, le premier non relégable c'est Hilal est à 10 points. Voilà, 10 mais points, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore 36 points à gagner. Oui. Donc si des équipes commencent à se réveiller et essayer de ils peuvent sortir un peu la tête de l'eau. Et en parlant de Shalom Al-Aid, justement, on va avoir sa victoire face à l'US Biskra dans ce sujet réalisé pour nous par Smaïl Bentagir. Le Hillel de Shalom Al-Aid, qui joue sa survie en Ligue 1, recevait l'US Biskra, qui est dans une forme exceptionnelle depuis le début de saison. Le pressing d'entrée de jeu des locaux amènera Aïb à profiter d'une bévue de la défense de Biskra pour marquer de la tête le premier but de la rencontre à la 8e minute de jeu. La joie des Shelroumi est de courte durée puisque les visiteurs mettent la pression et à la 15e minute de jeu, Rassili profite d'une bévue de la défense pour tromper le gardien Meddour. À un but partout, le jeu s'équilibre au milieu de terrain et les erreurs défensives de l'US Biskra continuent et permettent à Sharfewi de marquer le 2e but avant la fin de la première mi-temps. À noter la blessure du gardien Ben Sherif qui a obligé Youssouf Bouzidi à incorporer le gardien remplaçant Wabdi qui empêchera les locaux d'aggraver la marque en plusieurs occasions. On en restera là à la mi-temps, score de 2-1 en faveur de l'équipe locale. Et de retour des vestiaires, après l'orage et la grêle, les deux équipes changent de maillot et de couleur. Donc Shalom Al-Aid devient en vert et les visiteurs en bleu. Sur ce superbe coup franc, Harari met fin aux espoirs des Biskri de revenir dans ce match. Et la joie des joueurs de Shalom Al-Aid est largement justifiée pour cette 3e victoire de la saison qui ne sera pas contestée par les visiteurs, même si en fin de rencontre, ils mettront à rude épreuve le gardien Meddour, qui permettra à son équipe de préserver ce score. 3-1 pour Shalom Al-Aid. Superbe opération Fatah pour l'équipe de Shalom Al-Aid, 3-1 face à l'US Biskra et je le disais tout à l'heure, donc Hilal Shalom Al-Aid n'est plus relégable à l'issue de cette journée. Voilà, il cède la place au Net Hussein Dey justement, il est à 2 points du premier relégable et c'est de bon augure pour cette équipe de Shalom Al-Aid qui dispute sa première saison parmi les tout à fait. Il y a des matchs de retard aussi. Il y a 2 matchs de retard, donc c'est de bon augure pour l'équipe de Shalom Al-Aid. Et l'équipe de Shalom Al-Aid, mine de rien, c'est parmi les équipes les plus joueuses de ce championnat. Oui, tout à fait. Vraiment un très bon jeu, manque d'expérience, mais même pas le manque de moyens, parce que Shalom Al-Aid a été classé parmi les 5 clubs autorisés à recruter, parce qu'ils n'ont pas de dette. C'est une équipe qui a une excellente gestion. C'est-à-dire, c'est un club professionnel, mais qui est géré comme un club amateur, c'est-à-dire des salaires bas, mais quand même, il y a une joie de vivre qui se dégage. Mais Farid, on n'en parle pas assez. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Shalom Al-Aid est une école. Shalom Al-Aid avec les Douadi Bachir, avec les Mohara, avec les Beltitan. Mais aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas. Mais ils ne le connaissent pas, mais c'est dommage. Un Douadi Bachir qui a fait les beaux jours de la GSK et de l'équipe nationale. Les Mohara aussi. Le Beltitan, le gardien qui actuellement... J'en profite pour lui passer un grand bonjour. Oui, Hadj Nourdin, comment il s'appelle
l'entraîneur qui était en Arabie Saoudite ou au Qatar, qui était aussi candidat pour le poste de... Il a posé son DTN. Son CV, je pense qu'il était sur la liste. Je ne me rappelle plus son nom. Monsieur l'US Biskra a donné rapidement défaite Eridir, Abdelali Eridir. Voilà, très bien. L'US Biskra qui, on va placer dans le ventre mou du classement, on peut dire que... Moi, je pense que Biskra... On va pas parler déjà de vacances pour Biskra, mais il suffit de victoires 3 pour assurer son maintien. On en parlait tout à l'heure, on m'avait dit peut-être que les joueurs sont encore en grève. Il y a un problème énorme au niveau de Biskra, parce que c'est une équipe qui, si jamais cette équipe-là avait les moyens nécessaires, ils auraient peut-être joué le titre également. On l'a vu d'ailleurs en début de saison. Ils étaient leaders. Voilà, ils étaient leaders. À un moment donné, contre l'USMA, ils avaient perdu en envoyant les espoirs jouer. Moi, je pense que cette équipe avait une très bonne santé financière. Ils seraient quand même à une meilleure place. Très bien, on va voir un autre match, un autre résumé signé Sid Ahmed Bouraïb sur ce match qui a opposé l'AS Ochlef au RC Larba. Un match à 6 points pour deux équipes qui luttent pour le maintien. Dès la 3e minute, les visiteurs se procurent la première occasion avec ce tir de Ksili. Au fil des minutes, les locaux reprennent le contrôle du match. Mais leur tentative reste infructueuse. Ils parviennent à obtenir un penalty en fin de première période. Transformé avec succès par Alili. En deuxième période, les joueurs de l'Arba'a changent de tenue, mais commettent les mêmes erreurs. Un nouveau penalty est sifflé contre eux. Mustafa Dhamni d'une Panenka ajoute le deuxième but. On jouait alors la 63e minute de jeu. Les joueurs de l'Arba'a se réveillent en fin de match et se procurent plusieurs occasions, mais sans succès. Bengrina est expulsé quelques minutes seulement après son entrée en jeu. L'arbitre siffle la fin de la partie sur le score de 2-0. اليوم كنا دايرين لو ماتش باراج تاعنا باسكو امام منافس معنا في يلعب على البقاء وزيد النقاط تاعنا توصلنا ل 30 نقطه وباربع نقاط نبعدوا عليه. انا نقول باللي اللاعبين تاعو يكتسبوا ثقه كبيره من النتائج الايجابيه اللي تحصلنا عليها رغم اننا بالك مع وفاق ستيفان خسرنا لكن كنا لعبنا مقابله جيده. امام النهار الثاني كنا لعبنا مقابله. اليوم دخلنا امام منافس على نعرفوا قوته درسنا جيدا. L'une des belles surprises depuis quelques semaines maintenant de ce championnat, c'est incontestablement cette équipe de l'AS Ochlef qui glane victoire sur victoire. Et là aussi, après une victoire face à cette équipe de le RC Larba, 2-0, somme toute logique. Oui, il faut rendre hommage aux dirigeants de l'AS Ochlef qui ont maintenu leur confiance en Sami Zawi malgré les critiques des supporters. Chaque semaine, on se disait, voilà, c'est son dernier match, mais il a été maintenu. Et là, les résultats... sont là parce qu'il y a le travail porte ses fruits. Schlef est définitivement sorti de la zone dangereuse et comme il a dit, il joue les play-down, c'est-à-dire les challenges, les matchs barrages contre ses concurrents pour leur maintien. On sait que quand on joue contre un concurrent, il faut le battre. Rapidement fait, puisqu'à l'oreillette, je salue Youssef Issad et la réalisatrice Amal qui me disent depuis tout à l'heure qu'il te reste 10 minutes, puis maintenant il te reste 2 minutes. Donc ils ont un problème avec l'horloge, donc ils doivent acheter une nouvelle montre. On passe à un autre match, celui qui a opposé le NC Magra à l'Olympique de Médéa. Donc là aussi, une victoire de l'équipe de Magra. On va voir les images, Youssef. Victoire de Médéa, de Magra, 2-0, voilà. Face à cette équipe de Médéa qui, on pensait, après sa victoire lors du précédent match, qui avait toujours du mauvais coton. Bon, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, c'est peut-être le réveil de Médéa, voilà. C'est le déclic, mais là, il retombe un peu dans les travers des défaites. C'est vrai que Magra, il ne faut pas oublier que Magra était également dans une situation un peu délicate. Donc ils avaient tout intérêt à gagner ce match-là, et c'est ce qu'ils ont fait. Ben maintenant, à Médéa de pouvoir se réveiller, parce que là, en continuant comme ça, ils sont relégables. Très très bien, Fatah, rapidement sur ce match. Bah oui, c'est ce que je disais. On s'est dit tout à l'heure avant l'émission Saïd, Magra arrive à s'en sortir. Il négocie très bien les matchs à domicile. Et là la force de cette équipe, c'est à domicile. C'est absolument. Et là, c'était avec un concurrent en direct pour le maintien. Et je pense qu'ils ont réussi leur pari. On dit qu'il reste 2 minutes à l'émission. Je sais pas, il y a un problème
de temps, de timing. Alors, information importante, l'Ittihad a marqué le 3e but contre Swatni. Donc, et ça, obligation pour... ça oblige Sawa à gagner. Donc le dernier match, le Wydad de Tlemcen qui a été battu à domicile par l'équipe du Paradou, 3-1. On va voir les résultats de cette journée, de cette 22e journée de Ligue 1 et le classement et revient. Donc, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. On a fait le point un petit peu. On est revenu sur, évidemment, l'équipe nationale et cette conférence de presse de Jamel Belmadi. Messieurs, merci. En tout cas, Farid Eid Saada, merci d'avoir répondu une nouvelle fois à présent à notre émission. C'est l'heure du foot. Merci à vous. À très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Saïd, pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Abdenour. Justement, merci. Je voulais... Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de décès. Malheureusement, cette semaine, il y a eu le décès de Reda Bendi, un ancien joueur du Mouloudia et de Tlemcen à l'époque. Chirurgien dentiste de métier. Qui est décédé en France. Ouais. Donc je tiens à présenter toutes mes condoléances à toute sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Au Mouloudia, Tlemcen et à la famille sportive. Inch'Allah, et toutes nos condoléances à sa famille. Je remercie bien évidemment toute l'équipe technique présente dans ce studio, la régie 7, pour tous les efforts accomplis pour la réalisation de cette émission. Youssef Issad qui était au script, Amal Ben Batouche, la réalisatrice, toute l'équipe des journalistes aussi. Et je vous dis donc à dimanche prochain, restez branchés sur Canal Algérie.